Mystérieuse disparition à Saint-Servais près de Namur depuis 8 jours. On recherche une petite fille de 12 ans et demi. Elle s'appelle Elisabeth Brichet. En 1989, sa disparition bouleverse le pays. Bientôt, son visage sera connu de tous les Belges. Le trajet qu'elle avait à faire pour rentrer à la maison était très court. Nous n'avons plus de nouvelles depuis. Elisabeth est introuvable, mais grâce à la médiatisation, des pistes s'ouvrent. Des dizaines de Belges croient reconnaître la petite Elisabeth. Et il y a là une femme qui dit avec les larmes dans les yeux, avec mon cœur de mère, je reconnais votre fille. Hong Kong, les îles Canaries, les pistes sont nombreuses, mais elles se referment. Les recherches vont durer 15 ans, jusqu'à ce que la police arrête un pédophile dans le cadre d'un tout autre dossier. Michel F., un Français âgé de 61 ans, habite Sarre-Custine, dans le sud namurois. Il est bien connu des services policiers belges et français. C'est un profil très inquiétant et qui va mener à beaucoup de révélations totalement inattendues au départ. Retour sur la disparition d'Elisabeth Brichet, une affaire retentissante qui a marqué à jamais l'histoire judiciaire belge. Tout commence le 20 décembre 1989 à Namur. Ce soir-là, peu après 19h, une maman s'inquiète. Sa petite fille de 12 ans, Elisabeth, a passé l'après-midi chez une amie dans son quartier, Saint-Servais. Mais elle n'est toujours pas rentrée. C'est assez calme, il y a des commerces, les gens se connaissent, se fréquentent un petit peu. C'est dans ces rues paisibles que ce soir-là, la petite Elisabeth s'engage à pied, quittant la maison de son amie Vanessa, pour rejoindre le domicile de sa maman, un court trajet de quelques minutes. Marie-Noël Bouzet, en ne voyant pas sa fille Elisabeth revenir à la maison, comme prévu, passé 19h, elle va se rendre évidemment chez son amie, chez Vanessa, chez qui elle était censée se trouver. Et la maman de Vanessa va confirmer qu'Elisabeth était là, mais qu'elle a quitté l'habitation sur le coup de 19h. Marie-Noël Bouzet va refaire le chemin qui était supposé emprunter Elisabeth. Il n'y a aucune trace de sa fille. Et donc, tout de suite, elle va prévenir la police et alerter les autorités. Mais au commissariat, les policiers sont sceptiques. Ils expliquent à la mère d'Elisabeth que sa fille a probablement fait une fugue. Aucune action de recherche n'est donc lancée. La maman est quand même très stressée, ce qu'on peut clairement comprendre quand on a une enfant de 12 ans qui est un petit peu seule dans la nature et on ne sait pas où elle se trouve. Pour les policiers, un élément plaide en faveur d'une fugue. L'âge d'Elisabeth. Au moment de sa disparition, elle a 12 ans. Pour les enquêteurs, elle est peut-être mal dans sa peau. Elle devrait donc se manifester dans les prochaines heures. Mais la famille n'est pas de cet avis. C'est une enfant calme, qui a des camarades, qui est bien socialement. Donc évidemment, l'inquiétude est grandissante. Et donc pour elle, la thèse des enquêteurs, selon laquelle Elisabeth a simplement fugué de sa famille, ne tient absolument pas. Personne ne prend au sérieux la mère d'Elisabeth, qui est pourtant très inquiète pour sa fille. Il faut même attendre une semaine pour que les médias parlent enfin de cette disparition. Mystérieuse disparition à Saint-Servais près de Namur depuis 8 jours. On recherche une petite fille de 12 ans et demi. On n'a toujours aucune trace d'Elisabeth. Âgée de 12 ans, la fillette avait passé l'après-midi chez une copine près du cimetière de Belgrade. Elle venait de regarder un feuilleton à RTL qui se termine à 7h. C'est pour ça que nous savons qu'elle a quitté sa petite amie Vanessa à 7h du soir. Le trajet qu'elle avait à faire pour rentrer à la maison était très court. Nous n'avons plus de nouvelles depuis. Elisabeth est une petite fille qui respire la joie de vivre, qui n'a aucun problème particulier, qui est aimée de ses petites amies, qui est appréciée de tout le monde à l'école et qui est très sociable. Les semaines passent et toujours aucune nouvelle d'Elisabeth. Au commissariat, l'enquête avance à petits pas. Les policiers prêtent à peine attention aux propos inquiétants rapportés par une témoin. C'est une dame qui dit avoir été témoin d'une scène qui pourrait être la disparition, en tout cas l'enlèvement d'Elisabeth. Nous avons le témoignage d'une automobiliste qui dit que ce jour-là, elle a aperçu une petite fille qui semblait engouffrée dans une voiture.
La témoin a aperçu cette scène étrange sur un carrefour dans le secteur de la disparition. C'était quelque chose de gros qu'on entrait dans l'auto. Mais ça, je n'ai pas vu ce qu'on entrait. Et j'ai supposé que c'était des fleurs, que c'était une grande couronne mortuaire, puisqu'on se trouvait, je vais dire, tout près des fleuristes. Qu'a vu exactement cet automobiliste? Jusqu'ici, rien d'anormal. Pourtant, lorsque les deux voitures se placent côte à côte au feu rouge, par curiosité, la dame jette un regard vers la voiture et là, elle aperçoit une petite fille. Elle était pâle, et les yeux avaient l'air délavés, là. C'est pas... J'ai vraiment été émotionnée en voyant cette gamine-là. Aujourd'hui, on vous a montré des photos d'Elisabeth. Est-ce Oui. que, selon vous, cette petite fille aurait pu être Elisabeth? Pour moi, oui. Pour moi, c'était Elisabeth. Ici aussi, on est frappé par la lenteur de la réaction, puisque la gendarmerie belge à l'époque va attendre 15 mois pour entamer des recherches sur ce véhicule. Enfin, je veux dire que c'est aussi une durée incroyablement longue, coupable. Alors clairement, Marie-Noëlle Bouzet, face à la lenteur administrative et des enquêteurs, elle est clairement en colère. Elle ne veut pas rester les bras croisés. Marie-Noëlle est en colère face à l'inaction de la justice. Mais cette maman célibataire de 2 enfants ne lâche pas les enquêteurs. Ceux-ci démarrent finalement les recherches 3 semaines après la disparition. On va quand même attendre avant que les enquêteurs mettent finalement le paquet au niveau de l'enquête. Il va y avoir des fouilles, il va y avoir des interrogatoires. Une gigantesque battue a eu lieu hier et aujourd'hui dans les bois de Saint-Servais. Les gendarmes n'ont pas trouvé le moindre indice sur la fillette. Aucune hypothèse n'est écartée, mais il semble de moins en moins probable qu'il puisse s'agir d'une fugue. Faute d'éléments concrets, les enquêteurs sont face à un mur. À l'époque, il n'existe pas de procédure claire à suivre en cas de disparition. Alors, les policiers improvisent et font appel à des techniques hasardeuses. Les enquêteurs écoutent même les dizaines de radiesthésistes qui se sont manifestés au cas où plusieurs avis convergeraient. Cet après-midi encore, un radiesthésiste est venu à Saint-Servais refaire l'itinéraire d'Elisabeth. Sans succès, il ne cache pas d'ailleurs qu'il n'est sûr de rien. On n'est jamais sûr. Il y a tellement d'interférences, tellement d'ondes électriques qui peuvent nous perturber qu'on n'est pas certain de rien du tout, quoi, en somme. On a souvent de bonnes approches, mais jamais à 100%. Une fugue, les enquêteurs, sans exclure l'hypothèse, la jugent de moins en moins probable. Marie-Noëlle Bouzet va elle aussi prendre une initiative pour faire accélérer les recherches, indépendamment du travail des policiers. Elle va vouloir compléter, entre guillemets, l'enquête, non pas la pirater d'une certaine manière, mais c'est se donner un maximum de chances pour essayer de retrouver sa petite fille. Et elle va alors engager un détective privé. Je ne garde pas vraiment l'espoir de la retrouver, je veux la retrouver et je continuerai jusqu'à ce que je l'ai retrouvée. Le fait d'engager un détective privé, est-ce que ça permettra de faire avancer l'enquête plus loin? Je l'espère, en tout cas, j'espère aider l'enquête. Pas contrer l'enquête, mais aider l'enquête. Alors elle va recruter un homme, André Rogue, qui est donc détective privé, qui a l'habitude du milieu judiciaire, il a des contacts. Je ne sais pas si on pourra retrouver Elisabeth. Je ne sais pas si on retrouvera son cadavre ou si on la retrouvera vivante, mais j'ai de toute façon l'intention de retrouver le ou les auteurs de cet enlèvement. Francis Brichet est le papa d'Elisabeth et ex-mari de Marie-Noëlle. Malgré qu'il soit plus timide et renfermé, il monte lui aussi au créneau. C'est un artiste et donc il va s'entourer d'artistes, de journalistes, d'hommes politiques également pour lancer une association qui va finalement avoir pour but de proposer un encadrement psychologique aux parents d'enfants disparus. Il subsisterait actuellement dans notre pays plus de 50 cas de mineurs d'âge non retrouvés. Pour aider les parents dans l'épreuve, le père d'Elisabeth, Francis Brichet, a lancé l'idée d'une ASBL. Mais pour mettre sur pied une telle structure, il faut évidemment de l'argent. Et pour récolter celui-ci, l'ASBL organisera en février à la Louvière une exposition où seront mises en vente des œuvres offertes par des artistes, amis et collègues de Francis Brichet. Malgré ces initiatives et la médiatisation du combat des parents, les recherches piétinent. Ce n'est que 3 ans après la disparition qu'un reportage de la télévision française va subitement relancer l'enquête.
C'est le témoignage d'une dame qui est partie en vacances à Hong Kong et qui dit avoir fait une surprenante découverte dans un objet de maroquinerie qu'elle a acheté, une ceinture en réalité, où elle trouve la photo d'une petite fille qui ressemble étrangement à Elisabeth. Des dizaines de Belges croient reconnaître la petite Elisabeth. Nouvel espoir pour la famille ou nouvelle fausse piste. Ce matin, nous avons rencontré la maman d'Elisabeth. Elle venait de visionner la séquence et elle nous a accordé cette interview. Chaque fois que je regarde cette photo, j'ai un très très fort choc émotif. Je ne peux pas encore le dire avec certitude, mais je sens que c'est Elisabeth. Aujourd'hui, c'est un nouvel espoir pour retrouver Elisabeth ? Bien sûr. Bien sûr. J'y crois. Cette jeune fille est-elle Elisabeth ? Cette fois, les enquêteurs ne perdent pas une minute et se rendent à Hong Kong. Leur recherche débouche rapidement sur un résultat concret, mais ce n'est pas celui que les parents espéraient. Il s'agit en réalité d'une jeune Française qui est en réalité la fille d'un gérant d'une société qui distribue des photos que l'on introduit dans des articles de maroquinerie en espèce des portefeuilles. Photos d'identité, il photographie donc sa fille et il fournit les fabricants de maroquinerie de la région de Groslay, région française. Pour la maman d'Elisabeth, la déception est immense. Mais en parallèle, une autre piste va marquer ce début des années 90. Une piste qui mène à l'archipel espagnol des Canaries, région très prisée par les touristes belges. Cette piste avait été lancée par les témoignages d'habitants de Saint-Servais en vacances dans la région. La piste des Canaries n'est pas neuve. En octobre 1990, une première commission rogatoire se rend sur place. Il s'agit de vérifier les dires de 2 témoins qui affirment avoir vu Elisabeth. Il y a une hôtesse de l'air et ces touristes namurois. On s'est tous regardés et on s'est dit, on a déjà vu cette fille-là quelque part. Puis alors j'ai dit, bah oui, Elisabeth lui ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau. Elle était, disons honnêtement, elle était sous une emprise. Il me semblait qu'elle était sous une emprise. Mais en réalité, là aussi, nous allons nous apercevoir assez rapidement qu'il s'agit d'une jeune Britannique, une petite fille qui s'appelle Emily et qui ressemble elle aussi très fort à Elisabeth, mais qui n'est pas Elisabeth. André Rogue, il ne baisse pas les bras, loin de là. Il va continuer à creuser la piste des Canaries. Il va recueillir d'autres témoignages et il va notamment amener une autre piste sur la table, celle d'une communauté sectaire qui a à la tête un gourou qui commettrait des abus sexuels sur de jeunes enfants. J'ai découvert 2 témoins qui attestent en présence de la maman d'Elisabeth, qui attestent de la présence d'Elisabeth dans cette colonie néo-nazie. Et il y a là une femme qui dit, avec les larmes dans les yeux, en regardant Marie-Noël Bouzet dans les yeux, qui dit « Avec mon cœur de mère, je reconnais votre fille ». C'est le témoignage d'une dame ayant fréquenté cette secte néo-nazie, qui, lorsque je lui ai présenté la photo de groupe des communiantes de Saint-Servais, où elles portent tout un voile et elles portent toutes la même robe, a immédiatement pointé son doigt sur Elisabeth. Mais là encore, les enquêteurs referment la piste. Ce n'était pas Elisabeth. Marie-Noël Bouzet veut toutefois poursuivre les recherches aux Canaries. Avec son détective privé, elle a découvert l'existence d'un réseau local de traite des blanches. La police se penche sur le dossier. Là, c'est une commission rogatoire qui va être envoyée sur place pour aller inspecter ces maisons closes où on dit avoir aperçu une jeune fille qui ressemble à Elisabeth. Marie-Noël Bouzet poursuit inlassablement ses recherches. Elle est retournée aux îles Canaries où elle accompagne à Tenerife une 3e commission rogatoire belge. De nouveaux témoignages confirment l'existence dans un réseau de prostitution d'une jeune fille qui ressemble étrangement à Elisabeth, qui aurait 19 ans aujourd'hui. Il y a une quinzaine de personnes qui ont la même version, selon laquelle une jeune fille qui ressemble à Elisabeth, qui est blonde, qui parle français et fréquente des maisons closes locales et la plage de Las Américas, sur laquelle elle se prostitue de façon occasionnelle. Cette fois, Marie-Noël reprend espoir.
d'autant qu'un suspect est repéré puis interpellé. Les journalistes, eux aussi, considèrent que cette piste est la bonne. Ils ont retrouvé un témoin affirmant avoir vu Elisabeth sur l'archipel espagnol. Je me suis présenté auprès de plusieurs maisons de passe, maisons closes. Je suis rentré, on m'a présenté 4 ou 5 jeunes filles. Et dans les 4 ou 5 jeunes filles, il y avait une blonde, ce qui est exceptionnel à Tenerife. Et alors là, j'ai reconnu Elisabeth Brichet. Alors, pas une minute à perdre. Il faut vite sortir Elisabeth des griffes des proxénètes. Les polices des 2 pays conviennent d'une importante opération visant une maison close. La mère d'Elisabeth veut y croire. Vous revenez plein d'espoir de ce voyage? Je commence à en avoir. Vous pensez qu'on est à 2 doigts de retrouver Elisabeth? À 2 doigts, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, il y a des chances de toute façon pour qu'on retrouve une jeune fille qui lui ressemble beaucoup, oui. Il y a plusieurs témoignages qui font mention d'une jeune fille qui s'appellerait Ellie. Ces témoignages vous semblent fiables? En tout cas, ils se recoupent tous. Ils vont tous dans le même sens. On verra. Mais au bout du compte, ce ne sera pas cette jeune fille qui sera retrouvée dans cet endroit, ce sera une autre jeune Française qui visiblement se prostituait occasionnellement. Alors que la piste espagnole se referme, une autre fait son apparition en 1996, celle de l'affaire du trou. Julie et Mélissa sont mortes. Elles ont été retrouvées chez Marc Dutroux, un pédophile récidiviste libéré en 1993 après avoir été condamné pour viol et vol avec violence en 1989. Les nouvelles sont tragiques. Les corps de Julie et Mélissa viennent d'être découverts à Sarre-la-Bouissière. On n'est même pas encore certain maintenant puisque les autopsies sont en train. Mais enfin, c'est 2 petites filles en bas âge dont une a des boucles d'oreilles. Donc l'autopsie est en train de se faire. Et évidemment, tout le monde pense aussi qu'il pourrait être responsable de l'enlèvement d'Elisabeth Brichet. On va commencer des investigations. Parce qu'il est évident que quand on découvre les crimes et l'ampleur de l'horreur et des victimes de l'affaire Dutroux, beaucoup de gens, y compris Marie-Noëlle Bouzet, vont se dire eh bien, il est possible que Elisabeth était victime de ce monstre. L'affaire Dutroux et les dysfonctionnements d'enquête qu'elle révèle choquent la population belge. Dans ce contexte, la maman d'Elisabeth a l'idée d'organiser un grand rassemblement à Bruxelles. Et donc, elle va être l'initiatrice de la Marche Blanche, qui est un événement majeur pour tout le pays. C'est la Marche Blanche où environ 300 000 personnes se sont mobilisées à Bruxelles pour demander une évolution de notre justice et de la police. Quand j'étais petite, on me répétait toujours la même phrase. On me disait, la foi, ça soulève des montagnes. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, je le comprends. Merci. Il va y avoir des centaines de milliers de Belges qui défilent dans les rues de Bruxelles en blanc pour réclamer une justice pour ces enfants disparus, pour réclamer une justice face à ces prédateurs, face à ces pédophiles et pour réclamer finalement que ça n'arrive plus jamais à des enfants. Mais la colère ne faiblit pas. La population est effarée par ce qu'on découvre et par effectivement l'inaction, l'inefficacité de la police et de la justice. La population veut des réponses et sous la pression de la population, avec Marie-Noëlle Bouzet comme leader emblématique, les choses vont bouger. Critiquée de toutes parts, la justice belge renforce les moyens d'enquête dans l'affaire Elisabeth Brichet. Et les résultats ne se font pas attendre. La police s'intéresse à un suspect au profil inquiétant. Il habitait non loin du domicile de la petite fille. Un nouveau nom apparaît en effet dans cette enquête, celui de Jean-Marc Houdemont. Alors il s'agit d'un cinéaste de 43 ans qui, faut-il l'avouer, est rejeté par son milieu et qui présente des caractéristiques qui
interpelle les enquêteurs. C'est un homme qui, visiblement, ne cache pas son attirance pour de très jeunes filles. On lui reproche beaucoup de choses, mais essentiellement des penchants quand même pour la sexualité des mineurs qu'il avait affiché de manière assez directe et ouverte lors d'une conférence. Et donc, on se dit que, voilà, ça semble être un personnage assez peu fréquentable. Il était déjà dans le dossier comme pédophile 2 jours après la disparition d'Elisabeth. Il a été aussi perquisitionné plusieurs fois et sans doute est-ce lui qui a enlevé ma fille. Donc peut-être que d'ici quelques jours, nous aurons les mêmes nouvelles pour Elisabeth. Il y a des choses vraiment qui poussent les enquêteurs à se dire « Ah voilà, on a enfin trouvé notre suspect numéro 1 ». Ils fouillent. Ils se disent même qu'il y a potentiellement une cachette secrète, comme dans l'affaire de Marc Dutroux. Donc ils creusent et finalement ne tombent pas sur grand-chose. Mais Jean-Marc Houdemont reste quand même au-dessus de la liste. Et subitement, tout s'accélère. Jean-Marc Houdemont contacte les enquêteurs car il aurait des informations importantes à leur livrer. Il leur avoue avoir des choses à expliquer, à leur expliquer au sujet d'Elisabeth Brichet. Ça va évidemment interpeller les enquêteurs qui l'attendent au commissariat. Mais le cinéaste n'arrivera jamais au commissariat. Il se tue sur la route peu de temps avant son audition. C'est un accident de voiture pour le moins suspect qui est survenu hier matin dans la région de Dinan. Un cinéaste de 43 ans s'est écrasé contre une maison et a été tué sur le coup. Les experts n'ont relevé aucune trace de freinage. Un fait d'autant plus troublant qu'une heure avant son décès, Jean-Marc Houdemont avait affirmé qu'il avait des déclarations importantes à faire concernant la disparition d'Elisabeth Brichet. Et donc les gens se posent des questions, y compris les enquêteurs, en se disant que s'est-il passé? Est-ce un suicide? A-t-il été victime d'un guet-apens? A-t-on voulu saboter l'enquête? Effectivement, c'est assez incroyable. Que s'est-il passé sur la route? Le mystère ne sera jamais éclairci. Après ce décès étrange, l'enquête sur le cinéaste Jean-Marc Houdemont se poursuit malgré tout. En réalité, c'est très simple. Jean-Marc Houdemont habitait près de chez Vanessa, cette petite fille chez qui Elisabeth a passé ses derniers instants à Saint-Servais. Il possédait également 2 voitures de marque Mercedes. Et lors de l'enquête, on s'est rendu compte qu'il y avait une Mercedes qui avait été aperçue sur les lieux. Donc ces voitures intriguent également les enquêteurs, d'autant que Jean-Marc Houdemont en possédait 2, une rouge et une verte, dont une qu'il avait fait repeindre peu de temps auparavant. Il est aujourd'hui admis que le cinéaste avait une Mercedes verte, une Mercedes similaire à celle aperçue par 3 témoins peu avant la disparition d'Elisabeth. C'est vrai que j'ai vu passer plusieurs fois un véhicule de type Mercedes. De quelle couleur? C'était plutôt un vert foncé vert olive, quelque chose comme ça, légèrement métallisé. Ce véhicule-là roulait lentement. La personne me donnait l'impression de chercher quelque chose. C'était avant la disparition et je vais dire qu'après la disparition, je n'ai plus vu ce véhicule circuler. Donc différents éléments reviennent sur cette piste, en effet, de Jean-Marc Houdemont et notamment son chalet. Son chalet avait été incendié, c'était un incendie criminel parce qu'il y avait eu différents foyers. Donc là, ça suscite évidemment également des réactions et des interrogations chez les enquêteurs. Immédiatement, les enquêteurs passent au peigne fin ce chalet que le cinéaste a fait reconstruire après l'incendie. Durant l'après-midi, des spéléologues ont inspecté plusieurs cavités proches du chalet. Pendant ce temps, les chiens recherchaient des indices sur les lieux des fouilles. Apparemment, ces recherches n'ont rien donné. Je vous rappelle le contexte, nous sommes en plein dans l'affaire Dutroux, dans la découverte d'une cache à Jumet, où Julie et Mélissa notamment ont séjourné. Donc le juge d'instruction va pousser les investigations dans ce chalet parce qu'on se demande si une cache n'aurait pas été aménagée à cet endroit. Je ne cherche pas de cave, je cherche des endroits creux. Bon, qui pourraient servir de cache de quelque chose. Des endroits creux, mais pas nécessairement suspects. Le radar en a détecté une dizaine dans le chalet. Ces cavités, que les autorités judiciaires appellent en termes techniques des spots, restent néanmoins intéressantes pour l'enquête. Tandis que les fouilles se poursuivent, pour la maman d'Elisabeth, cette piste est cette fois peut-être la bonne. À nouveau, elle veut y croire. Mais écoutez, c'est une sensation d'intense soulagement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de concret qui est en train de se passer. Une piste qui a été mal exploitée?
Oui, une piste effectivement qui avait été mal exploitée parce que c'était quand même quelqu'un qui avait un passé lourd et qui avait un profil tout à fait compatible avec l'enlèvement d'une petite fille de 12 ans. Il revendiquait lui-même son goût particulier pour les petites filles blondes de cet âge-là. Mais la mort de Jean-Marc Houdemont complique les avancées dans l'enquête. Alors, les policiers interpellent sa compagne, Monique Cherton. Ils l'inculpent d'enlèvement et de séquestration. Elle va clamer dès le départ et tout le long son innocence en disant qu'elle n'a absolument rien à voir dans la disparition d'Elisabeth Brichet. La piste du cinéaste était la bonne. Les policiers n'ont toujours aucune preuve matérielle. Quant à la Mercedes aperçue dans le quartier d'Elisabeth, l'enquête conclut que ce véhicule appartenait à une autre personne que Jean-Marc Houdemont. Par ailleurs, Monique Cherton a un alibi. Elle a un alibi qui est vérifié. Donc Monique Cherton sera libérée. Une nouvelle piste se referme. 7 ans après la disparition de la petite fille, le mystère reste entier. Et pour le père d'Elisabeth, il n'y a plus d'espoir de retrouver sa fille vivante. Nous, c'est foutu. Moi, je pense comme ça, c'est foutu. La gamine n'existe plus ou elle n'existe plus même à travers un réseau de pédophilie ou à travers, à travers des trucs en dessous sur la terre, c'est tout. Mais la maman d'Elisabeth, elle, ne veut pas abandonner son combat dans les affaires de disparition. Marie-Noëlle Bouzet est scandalisée par le fait que des prédateurs sexuels, ou en tout cas des gens qui ont un profil extrêmement lourd, puissent circuler librement dans la nature sans être inquiétés. Vous avez le pouvoir de vous faire entendre. Vous avez le choix de ne pas subir et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger vos enfants. Aidez-nous à leur faire entendre, à ceux qui réduisent la vérité à une quelconque croyance. Aidez-nous à leur faire comprendre que la vérité est que ces enfants ne sont plus là pour la dire, qu'il faut la trouver pour eux, quelle qu'elle soit. La détermination de Marie-Noëlle et ses critiques répétées à l'égard de l'enquête ne passent pas inaperçues chez les magistrats, ce qui provoque un rebondissement totalement inédit dans une affaire judiciaire. Ils sont six enquêteurs qui depuis des années travaillent uniquement sur le dossier de la disparition d'Elisabeth Brichet à Namur et ils viennent de déposer leur démission parce qu'ils ne supportent plus les critiques. Critiques formulées notamment par Marie-Noëlle Bouzet, la maman d'Elisabeth. Le procureur du roi de Namur, Cédric Vizard, refuse toute démission au sein de la cellule Brichet à moins de quitter définitivement la fonction policière. Parents, procureurs et enquêteurs devraient se rencontrer prochainement afin de discuter. La cellule Brichet garde la confiance de sa hiérarchie. Les 6 enquêteurs vont reprendre le boulot, mais la situation a laissé des traces et la confiance, le lien finalement qui peut exister entre les enquêteurs et la famille d'Elisabeth est clairement altéré. D'autant que Marie-Noëlle Bouzet ne cesse de le dire, elle manque de communication, elle manque de contact avec les enquêteurs qui ne lui donnent pas assez d'éléments sur ce qu'ils font. En 2002, donc 2 ans plus tard, la maman d'Elisabeth Brichet décide de se retirer. Pas d'arrêter le combat, mais elle a besoin de prendre un petit peu d'air et elle part s'installer au Canada. Mais c'est pas pour ça qu'elle va arrêter clairement de se battre. Elle veut retrouver sa fille, mais elle a besoin de prendre un peu l'air et s'en va au Canada. Nous sommes au début des années 2000. Cela fait plus de 10 ans qu'Elisabeth a disparu. Cette fois, les enquêteurs n'ont plus aucune piste. Sans le dire tout haut, ils craignent que l'affaire ne soit jamais résolue. Quand soudain, en 2003, un autre dossier d'enlèvement d'enfants fait la une de l'actualité. Il s'agit en fait d'une petite fille qui va être enlevée par un homme dans une camionnette blanche et qui va la transporter sur plusieurs kilomètres dans la région de Ciney. Fort heureusement, elle va réussir à se libérer, à s'enfuir, et elle sera prise en charge par un automobiliste qui passait par là. Cet automobiliste aura la très bonne idée de retrouver la camionnette et de noter la plaque d'immatriculation. La police de Borin est immédiatement alertée. Elle arrête un suspect correspondant au signalement donné par l'adolescente. Celle-ci reconnaît formellement son agresseur.
Michel F., un Français âgé de 61 ans, habite Sarre-Custine, dans le sud namurois. Il est bien connu des services policiers belges et français. L'homme est en aveu pour l'enlèvement et les attouchements sur l'enfant de 12 ans. Et là, évidemment, c'est une énorme piste qui s'ouvre parce que nous sommes sur la piste de Michel Fourniret. Le parquet de Dinan, chargé de l'affaire, plonge dans le passé de cet homme de 62 ans et découvre qu'il n'en est pas à son coup d'essai. La justice de son pays l'a condamné à 7 ans de prison pour viol de mineurs de moins de 15 ans, viol commis avec violence. Évidemment, alors qu'il vient de tenter de kidnapper une adolescente de 13 ans, ce profil interpelle. Et donc pour les enquêteurs, ils ont peut-être affaire à un prédateur sexuel qui est au même titre finalement que Marc Dutroux quelques années plus tôt. Donc c'est un profil très inquiétant et qui va mener à beaucoup de révélations totalement inattendues au départ. Dès lors, les enquêteurs décident de rouvrir les dossiers non résolus d'enfants disparus, dont celui d'Elisabeth. Pourrait-il y avoir un lien avec ce pédophile qui vivait avec sa femme dans un village en province de Namur? Une maison en cours de rénovation, laissée à l'abandon. Monique Olivier, l'épouse de Michel Fourniret, a quitté les lieux dès que son mari a été arrêté. Ce matin, le voisinage est discret, mais ceux qui l'ont côtoyé ne trouvent pas étranges ces accusations plutôt tardives. Je crois que c'était une femme complètement sous l'influence de son mari, qui n'avait absolument rien à dire. Leur fils n'avait aucun contact avec personne. Et ça, c'est tout à fait anormal pour des enfants. Les enfants ont des copains qu'ils invitent à la maison. Ici, il n'y avait jamais un copain qui venait à la maison. Lors des auditions, Michel Fourniret est interrogé sur d'autres enlèvements qu'il aurait pu commettre, comme celui d'Elisabeth. Mais le pédophile est peu bavard. Il faudra attendre 1 an pour que le dossier connaisse enfin un rebondissement. Alors nous sommes le 30 juin 2004. Les époux Fourniret, les époux diaboliques, comme on les appelait à l'époque, sont régulièrement, évidemment, entendus par les enquêteurs. Et là, Monique Olivier, l'épouse de Michel Fourniret, va craquer. Elle va reconnaître une série de crimes qui ont été commis par son mari, Michel Fourniret, dont celui d'Elisabeth Brichet. Alors évidemment, Michel Fourniret va être confronté aux aveux de son épouse, et lui qui avait tenu bon jusqu'à présent dans son interrogatoire va lui aussi avouer les faits. Selon les déclarations concomitantes des deux, cette fois-ci, Elisabeth Brichet a bien été tuée, étranglée en France et enterrée dans la propriété que possédait M. Fourniret à cette époque-là en France. Pour la population, c'est évidemment le choc, tout comme évidemment pour les amis, les proches et les parents d'Elisabeth qui étaient dans le doute et dans l'angoisse depuis 15 ans. 15 ans sans savoir. Aujourd'hui enfin, le papa d'Elisabeth voit apparaître une explication. On pourra faire son deuil, on pourra la mettre là où elle doit se trouver. Et elle n'aura pas, je ne pense pas, souffert autant que d'autres, ou bien être peut-être dans un autre pays à faire je ne sais quoi, être malmenée, torturée, ou que sais-je. Au total, Fourniret reconnaît avoir enlevé et tué 8 jeunes filles, des crimes commis avec la complicité de sa femme, Monique Olivier. Monique Olivier, c'est une mère de famille qui a l'air assez timide, assez discrète. Et puis en fait, au fur et à mesure de l'enquête, on va se rendre compte qu'elle a un peu de visage, puisqu'elle n'a pas un rôle passif. Monique Olivier a joué un rôle très actif dans tous les dossiers et également dans celui d'Elisabeth Brichet, parce que Monique Olivier était présente dans la voiture avec Michel Fourniret. Quand ils ont enlevé la petite Elisabeth, leur enfant était également présent dans cette voiture. Et donc, elle est à la fois, dit-elle, soumise à ce monstre, mais en même temps, elle s'y soumet volontiers puisqu'elle commet elle-même des actes odieux. Alors, comment Elisabeth a-t-elle été enlevée? Fourniret explique qu'il était en voiture avec sa femme et leur bébé d'1 an
lorsqu'il a aperçu la petite fille. Ils vont en fait croiser sa route en voiture le soir de sa disparition, le 20 décembre. Elisabeth vient d'arriver à pied chez son amie Vanessa. Dans la rue, Fourniret attend patiemment qu'elle ressorte de la maison et il a un stratagème. Ils ont attendu 2 heures à l'extérieur que la petite sorte. Donc il l'avait repéré. Il l'avait repéré et ils ont prétexté bon, le fils, le gamin, le bébé est malade, il nous faut un médecin. Vous en connaissez un? Elisabeth, comme toute petite fille, finalement, elle a reçu la consigne de ne pas parler aux inconnus, de ne pas monter dans la voiture de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Sauf que là, c'est un père de famille, il a sa femme à côté de lui, il a son enfant sur les sièges passagers. Le piège se referme, le véhicule quitte aussitôt la ville de Namur. On sait que Michel Fourniret va emmener Elisabeth dans une de ses propriétés, dans les Ardennes françaises. Là, elle va être séquestrée, pieds et poings liés. Il va essayer d'abuser d'elle sexuellement durant toute la nuit ce jour-là, ce qui ne va pas réussir finalement. Et le lendemain, il se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas la garder. Elle peut reconnaître certaines choses. Moi, il faut que je la tue. Et il l'a étranglée. Selon les aveux de Michel Fourniret, Elisabeth serait donc décédée 36 heures après son enlèvement. Le pédophile l'aurait séquestrée dans l'une de ses maisons en France, près de Sedan, avant de l'emmener dans son château de Sautoux, près de Charleville-Mézières. Ce domaine du Sautoux, quand vous y arrivez, c'est un endroit très intriguant, perdu au milieu des bois. Nous sommes, avec mon collègue caméraman de l'époque, nous sommes les premiers à arriver sur place, à faire un direct d'ailleurs, là où le lendemain même, on va faire les fouilles. Axel Noirhomme, bonsoir. Vous êtes à l'entrée du château à Charleville-Mézières. Toujours aucune information sur les fouilles qui devraient débuter prochainement? Eh bien écoutez, on pensait voir arriver les engins de terrassement dès ce matin. Finalement, les pelleteuses ne se mettront pas au travail aujourd'hui dans le domaine de 600 hectares. Ces opérations de fouilles pourraient finalement commencer dès demain matin. Commence une nouvelle attente tragique. Les équipes d'intervention peinent à retrouver les corps des petites victimes. Michel Fourniret, même s'il a collaboré, n'a pas été très précis pour savoir, voilà, à tel endroit j'ai enterré telle personne, à tel endroit j'ai enterré telle personne. C'est assez, voilà, c'est vraiment une aiguille au milieu d'une botte de foin et les enquêteurs ne savent pas trop où aller fouiller et les pelleteuses creusent et creusent pendant des jours. Michel Fourniret va petit à petit indiquer certains endroits où il aurait pu, dit-il, enterrer ses victimes. Alors, les pelleteuses vont arriver assez rapidement et vont se mettre en action. Alors là, évidemment, ce sont des moments extrêmement forts parce que la terre va commencer à être creusée. L'endroit qu'il détermine est relativement précis, mais à une profondeur de plusieurs mètres, ce qui fait qu'évidemment, ça fait des masses de terre à bouger, ce qui fait qu'un trou est creusé, on est obligé d'en rouvrir un autre. Le bruit des pelleteuses va envahir cette forêt très calme. Et puis, soudainement, les pelleteuses s'arrêtent. Et là, tout le monde comprend qu'un élément important vient de surgir. Madame, monsieur, bonjour. La réalité a donc rejoint le cauchemar. 2 corps étaient bel et bien enterrés dans le domaine du château de Sautoux, près de Charleville-Mézières. Elisabeth Brichet et Jeanne-Marie Desrameaux ont été tuées et enterrées par Michel Fourniret. L'arrivée ce matin au château du Sautoux de quelques véhicules. À l'intérieur, la maman et le frère d'Elisabeth Brichet, le procureur du roi de Namur et la secrétaire d'État française à l'aide aux victimes. Quelques instants de recueillement sur le lieu de découverte du corps de la petite Elisabeth. Quelques minutes plus tard, quelques kilomètres plus loin, à Floing, le convoi s'arrête à nouveau. Il s'agit de l'endroit où Elisabeth Brichet aurait été séquestrée. Pour la mère d'Elisabeth, la découverte du corps de sa fille marque la fin de 15 années de recherche acharnées
et de lutte pour la vérité. Désormais vient le temps du deuil et du recueillement. Les funérailles d'Élisabeth sont organisées à Namur et retransmises en direct à la télévision. Un soleil de plomb, comme si le ciel voulait lui aussi manifester sa présence et son espoir. La quiétude et le silence d'une église encore vide que viennent troubler les applaudissements chaleureux du public massé à l'extérieur. La dépouille d'Élisabeth est portée par ses copains de classe et par Thomas, son frère. La paroisse Saint-Loup est trop petite pour accueillir toutes celles et ceux qui souhaitent s'associer à la douleur des parents. Avec la beauté tout autour de moi, je marche. Tout est fini dans la plénitude. Tout est fini dans la plénitude. C'est le cri de souffrance d'une maman. Ça, c'est vraiment très dur. Ça fait 15 ans nous, qu'on est dans la peine aussi. On a vécu ça aussi. Hein. Oui, on ne l'oubliera jamais. Jamais, non. C'était très émouvant. Ça me fait beaucoup de peine parce qu'elle avait mon âge, donc elle aurait été comme moi maintenant. Donc c'est très émouvant, vraiment. Dans la population, c'est à nouveau la colère, il y a un sentiment de révolte. Et donc Marie-Noëlle Bouzet reprend sa croisade contre les dysfonctionnements de nos institutions. Et cette fois-ci, elle cible particulièrement la justice française qu'elle accuse d'avoir laissé Michel Fourniret faire de nouvelles victimes en connaissant le profil de ce prédateur sexuel. Je ne suis pas une victime de Fourniret, je suis une victime de la justice française. Comment en est-il arrivé là? Il n'a pas tué tout de suite. On lui a permis de tuer. On lui a permis de tuer une fois, on lui a permis de tuer 2 fois, on lui a permis de tuer 3 fois, on lui a permis de tuer 20 fois. Et ce « on », c'est la justice. Le procès de Michel Fourniret et de Monique Olivier s'ouvre 4 ans plus tard devant la cour d'assises de Charleville-Mézières. C'est un procès d'une ampleur phénoménale. 350 journalistes sont accrédités, sont là quasiment quotidiennement. L'enjeu ne porte pas tant sur la culpabilité du couple qui a reconnu les faits, mais sur leur mobile. Comment et pourquoi Fourniret et sa femme sont-ils devenus de tels monstres? Et c'est finalement la technique qu'il va tenir pendant tout le procès. Il ne va quasiment pas parler, il va rester muet et il va finalement priver les familles de toutes les victimes pour lesquelles il comparaissait. Eh bien, il va les priver de détails et d'une vérité qui, pour elle, était essentielle. La maman d'Élisabeth Brichet va regarder droit dans les yeux les 2 comparses et clairement les traiter de monstres, d'assassins. Et elle va leur tenir tête en reparlant de sa fille, en parlant de la petite fille merveilleuse qu'elle était, en livrant tout cet amour, finalement, ça contrebalance avec l'horreur qu'elle a en face d'elle. Elle va leur parler, elle va les interpeller sur ce qu'ils lui ont fait. Elle va mimer l'étranglement d'Élisabeth par Michel Fourniret en lui expliquant qu'il est insoutenable, qu'il ait pu serrer durant plusieurs secondes le cou de sa petite fille sans rien ressentir. Et elle va émouvoir évidemment toute la salle et les jurés. Vous êtes un pitoyable bouffon. Cette phrase, Marie-Noëlle Bouzet la lance en regardant dans les yeux Michel Fourniret. La maman d'Élisabeth tremble, elle est en colère. Je croyais que la vie était faite pour mon enfant. Ce sont ses qualités qui lui ont valu la souffrance et la mort. Marie-Noëlle Bouzet se tourne ensuite vers Monique Olivier. Vous, madame, vous avez offert Élisabeth à Michel Fourniret. C'est vous le monstre humain. C'est vrai que quand j'ai crié, j'étais plus à l'intérieur de moi-même et il fallait que je m'adresse à eux et que quelque part, j'essaye de leur faire comprendre que ce qu'ils avaient fait, c'était inadmissible. Bon, voilà, c'est dans ce sens-là. Monique Olivier, même si elle parle, et c'est elle qui livre quand même pas mal de détails de cette histoire sordide, elle apparaît comme étant très fatiguée, vieillie, les cheveux courts, très pâle, très froide. Même si elle livre des informations très très froides par rapport à la famille, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de sentiment de remords, il
Il n'y a rien. Il faut se rendre compte que les éléments qui ont été mis devant le public, devant les parents, ont été très rudes par les reconstitutions, par les photos qui ont été présentées. Le procès se termine, le calvaire des parents d'Élisabeth prend fin lorsque la cour d'assises rend sa décision. Michel Fourniret écope de la perpétuité incompressible et Monique Olivier, elle, écope de la perpétuité avec une peine de sûreté de 28 ans, ce qui veut dire qu'elle doit au moins purger 28 ans avant de pouvoir espérer demander sa libération conditionnelle. Sous les huées d'un public nombreux, les accusés quittent le palais. Le verdict vient de tomber. Dans le box, Michel Fourniret apparaît tendu. Il s'est rasé le crâne sommairement. Les yeux fixes, la bouche pincée, il écoute la sentence. Perpétuité, une peine incompressible. Aucune réaction dans la mesure où, encore une fois, il n'y a aucune surprise. Ça fait des mois qu'il sait qu'il terminera ses jours en maison d'arrêt. Finalement, ce que l'on retiendra à la fin de ce procès, c'est que même s'il y a condamnation à perpétuité, ce couple n'aura aucun remords, ne délivrera aucune excuse face à la famille. Et même si cette famille a tenu bon, finalement, face à ces meurtriers, ça a dû être très, très, très difficile. Michel Fourniret est décédé depuis lors en prison et Monique Olivier ne pourra pas demander sa libération avant les années 2030. C'est vraiment toute une épopée judiciaire qui a marqué évidemment la population belge et française, mais qui a aussi marqué une génération de journalistes belges qui ont malheureusement appris avec l'affaire Brichet et puis avec l'affaire Dutroux que la criminalité pédophile et sexuelle se trouvait au cœur de nos régions. Une leçon qui doit beaucoup à Marie-Noëlle Bouzet. Elle a transformé le combat pour sa fille en une bataille acharnée pour le soutien des parents d'enfants disparus. En 2025, la maman d'Élisabeth s'est éteinte à l'âge de 74 ans. Elle luttait courageusement contre la maladie.